Hop, c'est parti. Alors je suis à Fréjus au Monster Arts avec Marcus Fortunato, bassiste-chanteur de Fortunato, mais pas que. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Manu, c'est un plaisir. Alors, la question traditionnelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Waouh, c'est compliqué de faire de l'autoprésentation. Bah écoute, voilà, je m'appelle Marcus Fortunato. J'ai actuellement deux projets importants qui s'appellent Fortunato et Spiritoire. J'ai fait partie de plein de groupes depuis la fin des années 80. J'ai sorti pas mal d'albums. Et donc voilà quoi, maintenant on fait pas le bilan parce que c'est trop tôt et j'ai encore envie de continuer longtemps. Mais en tout cas voilà, j'essaie de faire au mieux que je peux avec la basse et avec le chant depuis des années. D'accord. Alors si j'ai bien compris, à l'état civil, ton prénom, ça serait tout simplement Marc. Le fait de prendre Marcus avec un K pour nom de scène, est-ce que c'est une référence à Marcus Grosskopf de Halloween? Déjà, c'est le Marcus Grotzkopf qui m'a fait choisir le K, Oui, ok, d'accord. Pour me distinguer un peu de Marcus Miller, qui est d'accord. aussi un excellent bassiste, pas du tout dans le même genre. Plutôt dans le jazz. Ouais, voilà, un slapper, donc c'est pas du tout la même chose que moi. Mais en fait, Marcus, c'est mon grand-père qui m'appelait comme ça quand j'étais petit. D'accord, Donc voilà, c'est le surnom un petit peu familial, donc c'est resté. d'accord. Donc ton Et grand-père. quand il a fallu l'écrire, donc j'ai pris le cap en référence avec ce bassiste d'Halloween que j'adore. D'accord. Alors, en préparant cette interview te concernant, j'ai pensé à une citation de André Matos, l'ancien chanteur d'Angra. Il disait qu'en fait qu'il était plus important de vivre pour la musique plutôt que de vivre de la musique. Est-ce qu'effectivement c'est un état d'esprit qui te correspond? Bah écoute, oui, moi en fait, c'est ma grande passion, c'est la musique, et j'ai vite compris que même beaucoup plus jeune, j'ai compris qu'en fait j'arriverais pas à gagner ma vie avec ça, et surtout en restant dans l'optique que je m'étais fixée, c'est-à-dire d'écrire des chansons, de faire du heavy metal. Et ça, j'ai tout de suite compris qu'en France, ça pourrait pas le faire. Donc, j'ai un métier à côté et je me donne corps et âme à ma passion sans pour autant rechercher qu'elle me rapporte des sous. D'accord. Donc, effectivement, c'est comme André Matos, il a bien raison de dire ça. Moi, j'essaie de vivre vraiment pour la musique, quoi. C'est ça qui m'intéresse le plus. D'accord, oui, je me rappelle qu'en fait il disait ça surtout parce que c'était à l'époque du premier album Angel's Cry par rapport aux compositeurs classiques qui eux à l'époque étaient vraiment dans cet état d'esprit de vivre pour... Mais en fait, sans vouloir me faire de comparaison très 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 malvenue, je veux dire, mais les grands artistes, c'était ça, quoi. Que ça soit aussi bien des peintres que peut-être moins les écrivains, mais les grands compositeurs, eh ben, ils ont été reconnus plus tard, tu vois. À Il y titre a- posthume. Ah, bien sûr, et un peintre comme Modigliani, par exemple, il est mort, il crevait de faim, quoi, quand il est mort. D'accord. Bon, voilà, bah, il y a plein. Et puis, je sais, André Matos, hélas, Dieu ait son âme, je sais pas exactement quels étaient ses états financiers, même quand Angra était célèbre, même avec ses groupes, et les autres groupes qu'il a eus, mais en tout cas, je pense que, effectivement, s'il a dit ça, c'est pas anodin. D'accord. Alors, vous êtes donc actuellement en tournée en ouverture de Amon Cities avec Fortunato. Donc vous étiez hier à Montpellier et avant-hier à Lyon. Comment ça se passe jusqu'à présent? Et est-ce que en tant que première partie, vous avez un temps de jeu conséquent? Bah, en fait, là, c'est quand même vachement rock'n'roll, la tournée, notamment à cause des barrages, Oui, des agriculteurs. Donc en fait, par exemple, hier on a joué une petite heure, d'accord. et sans qu'ils nous disent vous jouez tant que ça, on s'entend super bien, c'est vraiment des potes, quoi, donc il n'y a aucun problème pour ça. Et puis comme au Rock and Hit, le groupe d'ouverture, parce qu'il y avait un lever de rideau, n'a pas pu venir à cause des barrages, et qu'ils étaient vachement en retard eux aussi à cause des barrages, bah, finalement on a joué 1 heure et demie D'accord. jeudi soir. Hier on a joué 1 heure, ce soir on va voir comment ça se passe, mais en tout cas au niveau du timing, il n'y a aucun problème, on s'entend super bien, et donc il n'y a pas de restriction, tu D'accord. vois, entre nous. Alors, je te propose que l'on retrace un petit peu ton parcours. Alors si, voilà, comme je te le disais en off, je me suis pris un petit peu tard pour te contacter. Du coup, j'ai eu un laps de temps assez court pour préparer, donc s'il y a des erreurs, n'hésite pas à rectifier. Alors à la base, ce serait Steve Harris qui t'aurait donné envie de te mettre à la basse. Alors même si si je l'ai déjà vu plusieurs fois en interview, est-ce que tu peux nous raconter ce déclic? Eh bien, en fait, voilà, c'est très simple. Tu sais, dans les années 80, au début des années 80, il y avait la mode des clips.
Et puis moi, un jour, je suis tombé. J'étais fan de métal depuis que j'ai 10 ans, tu vois, enfin de hard rock, parce que on disait pas métal à l'époque. Ouais. Moi, j'étais fan de Rainbow, de Kiss, de Scorpion, enfin, tu vois, tous ces groupes de la fin des années 70. D'accord. Et puis en 82, j'ai vu un clip à la télé de Run to the Hills. La fameuse chanson de Maiden, tu sais, où il y a une espèce de ruée vers l'or là avec des Indiens et puis Des images de films, oui. ouais, des images de films assez rigolotes. Et à un moment, il y a un break instrumental et on voit une caméra qui est sur la main droite de Steve Harris qui va à une vitesse qui est juste hallucinante. Et voilà, moi j'avais 14-15 ans, tu vois, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et je me suis payé une basse, je dirais pas dans la foulée, mais quelques mois après. Et j'ai bossé Maiden, et c'est lui qui m'a vraiment donné envie d'avoir une basse comme ça qui est, tu vois, mise en avant, comme dans Maiden, quoi, tout simplement. Ok. Alors, donc le plus ancien groupe que j'ai trouvé te concernant, ça serait Epitaph en 1991, avec qui tu aurais enregistré 2 démos, Beyond the Black Death et Under Minas Tirith Church. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment le plus ancien? Et ces démos sont-elles écoutables quelque part? Ah. En fait, par décence, on va dire que c'est le plus ancien, parce que les groupes qu'il y avait avant, il faut mieux les oublier et pas en parler. D'accord. Même si j'écrivais déjà des chansons dans mes groupes que j'ai eu avant. Mais c'est vraiment dans Epitaph où on a commencé à faire des concerts, on a commencé à faire des enregistrements, à travailler sérieusement les chansons, tu vois. Et sur Internet, il doit y avoir quelques vidéos qui doivent traîner. Mais au niveau des démos, c'est resté en cassette, tu vois, avec on a essayé de remixer un petit peu parce que on se revoit toujours avec les anciens. On a regardé on est toujours en très bon terme, notamment avec le guitariste qui s'appelle Georges-Marc Lavarenne, que je salue au passage. Et on a essayé de remixer, remasteriser un peu, tu vois, nos vieux enregistrements, mais c'est compliqué avec les bandes de l'époque, tu vois, pour retrouver le matériel, pour pouvoir le numériser, c'est compliqué. Mais en tout cas, donc ça se trouve pas les bandes, mais il y a quelques quelques vidéos qui doivent traîner sur YouTube. Sur YouTube, hein. Et pour les trouver, il faut mettre un Y à Epitaph, parce qu'il y avait déjà un Epitaph avec un I à l'époque. Ouais. Et comme on voulait pas de confusion au niveau des noms, on a mis un Y là. Parce que j'avais tenté avec le Y, j'ai rien trouvé, donc je chercherai un peu mieux. D'accord, je t'enverrai des liens si je les trouve, d'accord? Ouais, super. Ok, donc Beyond the Black Death, elle a été enregistrée et mixée par Christian Bivel, qui débutait alors tout juste avec Adiposer. Quel souvenir gardes-tu de cette collaboration? Un délire complet, quoi. C'est vraiment un ami aussi, Christian, on se voit souvent. Et puis, et vraiment, c'était rigolo. On a passé quelques nuits au local pour surveiller le matos. On avait peur de se le faire piquer parce qu'on avait loué le magnéto. Et puis, je sais pas, on avait l'impression qu'il y avait eu des. Enfin, tu vas me prendre pour un dingue, mais on a eu l'impression qu'il y avait des bruits la nuit. On savait pas ce que c'était. Si le studio il était habité par des fantômes et tout, on avait peur. On était tout jeunes à l'époque. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est marré. C'est vraiment un super souvenir, ça. Ouais. C'est la même anecdote justement d'Halloween avec le Keeper of Seven Keys 1, il disait qu'il y avait plein de trucs bizarres qui se passaient. Là, il s'est vraiment passé des trucs bizarres. Il faudra lui demander à lui parce que je pense qu'il a plus de souvenirs que moi encore là-dessus. D'accord, à l'occasion, si je peux. Alors, le titre de la deuxième, Under Minas Tirith Church, m'interpelle. Alors, j'ai beau avoir jeté le Seigneur des Anneaux des dizaines de fois, je ne vois pas ce qu'est cette église. Est-ce que c'est une référence à un passage dans les livres ou un truc imaginaire? En fait, il y avait un des morceaux, il y a un instrumental qui s'appelait Minas Tirith dans Epitaph, et puis il y avait un des morceaux aussi où on parlait de. Enfin, on partait un délire à partir d'un des chapitres du Seigneur des Anneaux, et puis on est parti d'un délire là-dessus, et puis on a trouvé que ça sonnait bien comme titre, donc voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de référence absolue directe au Seigneur des Anneaux. Donc c'est pas la peine de chercher pendant des heures. Non. Relisez pas les chapitres qui se passent là-bas dans la Cité Blanche. Non, il n'y a pas l'église, il n'y a pas un labyrinthe dessous. Non. D'accord. Alors ensuite, on te retrouve en 1993 avec Desdemona pour 2 autres démos. Alors j'ai pu écouter Moonlight Slaughter et le registre c'était plutôt trash death. Est-ce que ça correspondait bien à tes goûts de l'époque? Non, pas du tout en fait. J'étais presque une espèce d'interprète, une espèce de freelance en fait dans ce groupe. Je n'y suis pas du tout plu. On a fait quelques concerts assez sympas. Notamment, on a fait la première partie de No Return. C'était où? C'était dans le sud, ça devait être à. Ah, je me rappelle plus. C'était au nord de Marseille, dans une petite ville. Les Pen Mirabeau peut-être? Non, c'était pas les Pen Mirabeau, c'était vraiment dans ce coin-là, tu vois. D'accord.
Et donc ça c'était un bon souvenir de concert, on a fait des concerts super sympas, mais au niveau de la musique j'étais pas du tout impliqué dans ce groupe, j'étais vraiment un interprète, tu vois. D'accord. Et donc au bout d'un moment j'en ai eu marre parce que j'aime bien, tu sais, y mettre ma personnalité dans les groupes dans lesquels je vais. Oui, ça s'entend quoi. Donc je me suis arrêté, mais bon après, il y avait mon ex-beau-frère qui est là-bas et on s'entend toujours super bien. Il D'accord. habite en Irlande, lui par contre il est fou de death metal, il a une batterie à la Dave Lombardo, il va avec les pieds à une vitesse de stratosphérique. D'accord. Mais voilà, moi c'est pas du tout mon trip de musique, hein. Moi j'aime vraiment le heavy et tout ce qui tourne autour, pas plus. D'accord. Alors justement, voilà, je trouvais que la basse était quand même très mise en avant et je la trouvais quand même plutôt inspirée. À cette époque, du coup, tu avais combien d'années de pratique Bah là je devais commencer à avoir 8-9 ans de pratique, D'accord. tu vois. Et effectivement, il y a des passages qui étaient assez techniques, mais tu sais, c'était le guitariste qui écrivait toutes les parties de basse. Ok, d'accord. Donc moi, j'étais qu'un interprète. Bon, c'est intéressant aussi, hein, tu vois, ça fait des exercices, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait apprendre d'autres choses. Mais à la longue, ça m'a lassé. D'accord. Donc, à la suite, tu enregistres 4 démos et une vidéo live avec Broken Arrow entre 1993 et 1995. Alors, j'ai rien pu écouter, pareil, je sais pas si c'est disponible. Mais j'ai vu qu'il y avait une de tes compos qui s'appelait The Eagle Has Landed. Alors, est-ce que c'était un clin d'œil à Saxon ou au film du même nom? Putain, bah tu t'es bien renseigné, dis donc, parce que c'était quand même c'était assez confidentiel tout ça. Ah, d'accord. Effectivement, on a beaucoup travaillé avec Broken Arrow, on a fait plein de concerts. Il y a des gens qui faisaient partie de ce groupe que je fréquente toujours, notamment le chanteur qui s'appelle Jean-Michel Garcia, qui a un tribut à Def Leppard maintenant. Et donc voilà, on a fait plein de trucs. Et The Eagle Has Landed, en fait, c'est un titre que j'ai fait tout seul, qui est vraiment... qui n'a rien à voir avec le morceau de Saxon, D'accord. qui n'a rien à voir non plus avec le film, qui parle simplement d'un super pote à moi qui est devenu paraplégique à la suite d'une chute. Donc voilà, c'est une espèce de métaphore si tu veux. D'accord. Et en fait, cette chanson, elle est faite pour être jouée à 3 basses. Ok. Alors avec Broken Arrow, j'ai demandé à mes potes de prendre chacun une basse. Les deux guitaristes Ouais. Oui, ok. Le chanteur et le guitariste, parce qu'il n'y avait qu'un seul guitariste à l'époque. D'accord. Donc le chanteur et le guitariste, ils ont pris chacun une basse et on a joué tous ensemble. Et il faisait des trucs simples le chanteur, donc il chantait en même temps, parce qu'à l'époque je chantais pas moi encore. Et il faisait des trucs simples et nous on faisait des arpèges et des solos en harmonie avec 2 basses. Il n'y avait pas de guitare. D'accord. Tu vois, c'était super sympa ce titre. Et de temps en temps, je m'amusais encore à le jouer et à le chanter quand je fais des buffs avec des copains en Berrieux. De temps en temps, je prends le truc et puis je le chante. Et c'est un sacré souvenir ce morceau. Il a plus de 30 ans maintenant, c'est un truc de fou quoi. D'accord. Et du coup, là, la même question, est-ce que c'est écoutable quelque part? Tu sais pas? Non, Pareil, c'est non, c'est... ouais, c'est vraiment. Mais effectivement, tu vois, en fait, avec les réseaux sociaux maintenant et avec les plateformes. On veut tout savoir. Ouais, et non seulement on veut tout savoir, mais je pourrais tout mettre en ligne, tout ce que j'ai. J'ai un nombre de cassettes de ce que j'ai enregistré, de ce que j'ai composé. J'ai fait une symphonie pour basse en 91, tu vois, sur un 4 pistes. D'accord. Enfin, c'est jamais sorti. Effectivement, ça pourrait être super intéressant de faire plein de trucs et d'y passer des semaines et des semaines pour tout mettre en ordre, tu vois. Ouais. Déjà, quand tu regardes les bandcamps de mes groupes où j'ai essayé de tout mettre dans l'ordre chronologique, tu vois, pour que ça soit nickel, en super qualité, pour que les gens ils en profitent vraiment. Eh ben, faudrait que je fasse tout ça avec tout ce que j'ai fait depuis 91. Ça serait rigolo hein, pour te le faire, mais ça prendrait du temps. Ouais, attends, énorme, d'accord.